Bonjour, je suis le Dr Kanté Abdoulaye, enseignant à la faculté de médecine de Bamako. Au cours de cette vidéo, nous allons voir les 4 derniers doigts de la main en étudiant le métacarpe et les phalanges. Donc, voyons le métacarpe et les phalanges. Donc, voici une vue ventrale qui nous montre une représentation schématique des os du carpe. Et nous voyons les 5 os longs qui constituent le métacarpe. Le métacarpe va s'articuler en haut avec les os de la rangée inférieure ou distale du carpe. Et en bas, les 5 métacarpes s'articulent avec les premières phalanges des 5 doigts. Le métacarpe constitue le squelette osseux de la paume de la main. Donc vous voyez les 5 métacarpiens qui vont constituer le squelette osseux de la paume de la main. Le métacarpe se prolonge par le canal carpien. Le canal carpien qui se forme en avant des os du carpe. Donc voici une vue inférieure qui nous montre que le métacarpe se prolonge le canal carpien et du coup le métacarpe forme donc une gouttière en position neutre. Voyons maintenant les 5 doigts, le pouce et les 4 doigts longs. Donc voici la vue ventrale. Nous reconnaissons une représentation schématique des os du carpe. Nous avons le pouce avec les 2 phalanges qui présentent 2 phalanges, le premier métacarpien et les 2 phalanges du pouce. Donc le pouce est intégré dans la colonne du pouce qui est constituée de 5 os. Le scaphoïde, le trapèze, le premier métacarpien et les 2 phalanges du pouce. Les 4 autres doigts sont intégrés dans les colonnes centrales et internes. Ils vont présenter 3 phalanges chacun qui sont appelés et du coup ils sont appelés les doigts longs. Donc voici les 3 phalanges. Donc voici les 3 phalanges des doigts longs. La phalange proximale, la phalange intermédiaire et la phalange distale. L'architecture du massif carpien, de la colonne du pouce et des 4 doigts longs permet l'appréhension et l'opposition du pouce. L'opposition permet à la main d'assurer des fonctions essentielles, c'est-à-dire la formation de prise, la formation de pinces et de prises qui englobent les objets. Ces gestes sont indispensables pour réaliser l'appréhension qui constitue la fonction de la base de la main. L'opposition permet à la deuxième phalange du pouce d'entrer en contact avec les 3 phalanges des 4 autres doigts et d'assurer la formation de pinces très fines ou de prises très puissantes. Par conséquent, sans le pouce, les fonctions de la main sont très réduites. Voyons maintenant les 4 métacarpiens des doigts longs. Donc voici une vue ventrale et voici les 4 métacarpiens des 4 doigts longs. Leur longueur diminue du 2e au 5e métacarpien. Leur corps est prismatique. Leur extrémité proximale est cubique.
L'extrémité supérieure ou proximale des deuxième et quatrième métacarpiens s'articule avec le capitatum. Donc, vous voyez les deuxième, troisième et quatrième qui s'articulent avec le capitatum. L'extrémité supérieure des deuxième et troisième s'articule avec le capitatum. Vous voyez les surfaces articulaires entre le capitatum et ces deux métacarpiens. L'articulation de la base du deuxième métacarpien est emboîtée, ce qui constitue un facteur de stabilité du deuxième métacarpien. L'extrémité proximale du cinquième métacarpien permet une légère abduction. Donc, vous voyez l'abduction au niveau du cinquième métacarpien. L'extrémité inférieure des métacarpiens est la plus volumineuse, que l'extrémité supérieure. Donc, voici l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure. Donc, l'extrémité inférieure est la plus volumineuse et elle est recouverte par une surface articulaire. L'extrémité inférieure présente une demi-sphère articulaire avec la première phalange. Donc, vous voyez la demi-sphère qui est recouverte d'une surface articulaire et qui s'articule avec la première phalange. L'extrémité inférieure du métacarpien présente deux gros tubercules latéraux. Donc, voici les deux tubercules latéraux qui se trouvent au niveau de l'extrémité inférieure. Et ceci est visible au niveau des quatre métacarpiens des doigts longs. Les quatre métacarpiens des doigts longs s'articulent entre eux. Donc, vous voyez l'articulation entre les quatre métacarpiens des doigts longs. Les quatre métacarpiens des doigts longs vont s'articuler avec la rangée inférieure du massif carpien. Donc, voici la rangée inférieure du massif carpien qui s'articule avec les quatre métacarpiens des quatre doigts longs. Cette zone articulaire est peu mobile, elle est donc plus solide et permet une préhension efficace. Les quatre métacarpiens des doigts longs s'articulent avec les phalanges proximales. Donc, vous voyez les têtes des quatre métacarpiens qui sont recouvertes de surfaces articulaires, leur permettant de s'articuler avec les phalanges proximales. Voyons maintenant les trois phalanges. Les corps des premières et deuxième phalanges ont une forme de demi-cylindre aplati. La deuxième phalange est la plus petite. Donc, vous voyez la deuxième phalange qui est la phalange la plus courte et leur forme de demi-cylindre aplati. Leur face antérieure est concave. Donc, vous voyez la face antérieure qui est concave. Et cette concavité permet le passage des tendons du fléchisseur. Donc, les tendons des fléchisseurs vont glisser dans cette concavité. Et cette concavité est recouverte par des fibres qui permettent de maintenir les tendons en place au sein de cette concavité.
L'extrémité supérieure de la première phalange est un parallélépipède qui est concave et qui porte une surface articulaire avec un métacarpien. L'extrémité inférieure de la première phalange est une trochlée, c'est-à-dire une portion de poulie qui est plus étendue en avant. Donc voici l'extrémité inférieure, supérieure du moins, qui est recouverte de surface articulaire. La face supérieure de l'extrémité supérieure est concave dans tous les sens. Donc vous voyez la face supérieure qui porte une surface articulaire et qui est concave dans tous les sens. L'extrémité supérieure de la deuxième phalange présente deux zones concaves qui sont des surfaces articulaires avec les joues de la trochlée de la première phalange. Donc vous voyez ces deux zones qui sont concaves, une première concavité et une deuxième concavité qui vont s'articuler avec les joues de la trochlée de la première phalange. L'articulation interphalangienne distale est comparable à l'articulation proximale, c'est-à-dire une poulie s'articule avec deux surfaces articulaires concaves. Donc vous voyez la poulie qui va s'articuler avec la surface articulaire concave. L'extrémité de la troisième phalange est aplatie et située juste sous l'ongle. Comme vous pouvez remarquer ici, c'est l'extrémité supérieure de la troisième phalange qui est située juste sous l'ongle. Donc en vue dorsale, vous voyez l'extrémité supérieure qui se trouve juste sous l'ongle. La préhension est la fonction principale de la main. Lors de la prise des objets, la main est capable de s'adapter à la forme des objets, de réaliser des mouvements de force et de grande précision. L'opposition du pouce et la stabilité du poignet sont nécessaires à l'efficacité de la main. Donc, voyons les trois phalanges. Il n'y a pas d'écartement possible au niveau des quatre métacarpiens, ceci à cause du ligament profond transversal. Donc, vous voyez le ligament profond transversal en transparence ici. Donc, le ligament profond transversal qui permet d'éviter l'écartement des quatre métacarpiens. La flexion des derniers métacarpiens qui va entraîner le creusement de la paume. Donc, vous voyez la flexion des doigts longs et qui entraîne le creusement au niveau de la paume de la main. La flexion du cinquième métacarpien est la plus importante. Donc, vous voyez la flexion du cinquième métacarpien qui est plus importante par rapport aux autres métacarpiens. Donc, en vue postérieure de la main, en vue latérale et la vue ventrale qui nous montre le ligament profond transversal, les os du carpe, l'axe de flexion du cinquième métacarpien sur l'amatome est oblique. La flexion s'accompagne d'une légère abduction et d'une légère supination. Donc, vous voyez la flèche qui symbolise
la légère abduction et une légère supination. Au niveau du cinquième métacarpien. Donc la légère abduction associée à la légère supination. L'association de ces trois mouvements permet au cinquième doigt une opposition symétrique à celle du premier métacarpien, mais moins marquée. Donc vous voyez ces trois mouvements qui permettent une opposition plus importante par rapport au premier métacarpien. Une légère abduction accompagne la flexion du cinquième métacarpien et ceci permet le creusement de la paume de la main. Donc vous voyez le creusement de la paume de la main que nous pouvons voir à travers les surfaces articulaires. Voyons à présent la mobilité des articulations métacarpo-phalangiennes. La flexion, l'extension a une amplitude. L'amplitude de la flexion augmente du deuxième au cinquième doigt. Donc voici le deuxième doigt et l'amplitude de la flexion qui augmente au fur et à mesure. Donc voici la courbe de l'amplitude de la flexion qui augmente du cinquième au deuxième doigt. Donc cette amplitude en vue latérale la flexion de la première phalange porte les trois derniers doigts vers la styloïde radiale. Donc vous voyez les trois derniers doigts qui sont portés vers la styloïde radiale. L'écartement et le rapprochement des doigts en extension. En flexion, les ligaments limitent ces mouvements. Mais en extension, l'écartement et le rapprochement sont bien possibles. La rotation passive est également possible, c'est-à-dire ceci en rapport avec l'articulation qui devient lasse. La préhension est plus adaptée à la forme des objets. Le deuxième doigt est un doigt qui est très mobile. Donc vous voyez la mobilité au niveau du deuxième doigt. Donc en vue latérale pour vous montrer l'hyperextension passive importante au niveau du deuxième doigt. Voyons maintenant la mobilité des articulations interphalangiennes. La mobilité est limitée à la flexion-extension. Donc la flexion et l'extension, qui est le retour des doigts à la position de repos. Cette mobilité est limitée à la flexion-extension. L'extension porte les phalanges des derniers doigts vers la styloïde radiale. Les articulations interphalangiennes proximales ont une hyperextension importante. L'hyperextension est possible au niveau des articulations interphalangiennes proximales. L'hyperextension passive de l'interphalangienne distale est possible grâce au système fibreux antérieur qui est plus lâche à ce niveau. Voyons la zone de stabilité. L'hyperextension passive de l'interphalangienne distale est possible grâce au système fibreux antérieur qui est plus lâche.
Maintenant, voyons la zone de stabilité et les 3 zones mobiles au niveau de la main. La zone stable au niveau de la main, c'est au niveau de la rangée distale des os du carpe et les 2e et 3e métacarpiens. Le 3e métacarpien, le plus fixe par rapport au carpe, correspond à l'axe de la main. Donc le 3e métacarpien correspond à l'axe de la main. 3 zones mobiles s'appuient sur cette zone stable. Le pouce est le seul doigt pouvant s'opposer aux autres. Donc voici l'opposition du pouce avec les autres doigts. Les 2e et 3e doigts, ils sont impliqués dans des prises globales et indispensables pour les prises fines. Donc vous voyez les 2e et les 3e doigts qui sont importants dans les prises globales et indispensables pour les prises fines. Les 4e et les 5e doigts, grâce à ces muscles intrinsèques, sont impliqués également dans les prises de force de petits objets. Donc voici, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.